Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au décryptage de l'actualité de cette semaine qui s'achève. Et l'actualité de ces derniers jours est quand même très riche. Nous avons cette rencontre historique entre le président de la République, Patrice Talon, et son prédécesseur, Boni Aïe. Ils ont échangé ce mercredi 22 septembre au Palais de la Marina à Cotonou. On va y revenir dans le décryptage. Nous allons parler de ce projet de réforme du secteur de la décentralisation avec l'instauration d'un nouveau mode de gouvernance au sommet de nos communes, avec par exemple la création du secrétaire exécutif, ce poste qui sera beaucoup plus technique, avec bien sûr les tenants et aboutissants. Nous reviendrons sur le projet de réforme sur la protection des femmes, avec bien sûr en toile de fond cette loi qui suscite beaucoup de réactions, par exemple dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et justement, pour passer au peigne fin ces différents sujets d'actualité, je suis avec Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Gilles Christ, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes notre consultant politique, bien sûr, et nous allons passer au peigne fin ces différents sujets d'actualité. Ce dimanche, dans Dimanche c'est politique, nous sommes revenus longuement et largement sur cette question, la rencontre entre Patrice Talon et Boni Aïe. Finalement, est-ce qu'on peut retenir comme leçon que on est parti sur de nouvelles bases? Alors, lorsqu'on écoute d'abord les plateaux, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident quand vous écoutez le discours peut-être un peu soft des FCBE Oui. qui sont déjà contents d'avoir eu raison un peu trop tôt, mais pas trop exigeants sur la suite. Vous pouvez peut-être dire que attendons et laissons les choses se faire. Mais lorsque vous écoutez le langage de Azatassou, qui n'a pas l'un des vice-présidents du Des Parti des démocrates? démocrates, ce langage qui n'a pas évolué, Oui. vous vous demandez si Bouriaï a parlé avec sa troupe avant d'aller à la rencontre ou si ce n'était pas un agenda personnel comme nous l'avons déjà évoqué par ici. Quand vous écoutez les confrères qui ont évoqué la question, Oui. vous vous rendez compte qu'il y en a qui n'ont pas compris du tout que nous avons déjà acté un certain nombre de réformes et qu'aujourd'hui, Boni Yahi ou pas, la classe politique amorce une nouvelle expérience, une nouvelle page de l'histoire du Bénin. Et comme lui-même Boni Yahi le dit, ça ne peut pas être une affaire de deux hommes. Le pays ne peut pas se limiter au rapport, le pays ne peut pas se caler au rapport Boni Yahi Patrice Talon. Oui. Patrice Talon l'a déjà dépassé puisqu'il a avancé avec sa vision, avec son programme au moment où Boni Yahi avait une autre vision et jouait dans un sens qui n'était peut-être pas trop lisible. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique et la lecture qu'on doit faire de cette rencontre ne devrait plus tenir compte des rapports de force tels qu'ils étaient au moment où la crise a démarré. Elle devait tenir compte plutôt des rapports de force Oui. actuels et se Avec la nouvelle projeter donne. avec la nouvelle donne et se projeter dans le futur avec l'effort que ces personnalités peuvent faire l'une comme l'autre dans son camp et avec les membres de son camp pour que nous avancions vers une issue désormais institutionnalisée qui ne dépendent pas des humeurs du moment, qui ne dépendent pas des intérêts personnels ou des agendas individuels. Je pense que quand on a écouté tous les plateaux de ce matin, voilà le sentiment. Je pense que fondamentalement, je retiens que dans le camp du président Yahi, notamment le Parti des démocrates, Oui. je pense qu'il y a un travail d'abord qu'il doit faire. Et ça rejoint la lecture que j'avais faite globalement après la séance en disant le premier travail que le président Yahi doit faire pour qu'on sente vraiment que quelque chose a bougé, c'est de réunir son camp. Mais est-ce que vous avez l'impression que même chez Boniaï lui-même déjà, est-ce que les choses ont évolué? Parce que dans le feu de l'action au palais, par exemple, il a fait un point à la presse avec dans sa main un papier, mais après il est allé pondre un autre communiqué sur sa page pour aller un peu au-delà des doléances qu'il a officiellement portées. Est-ce que les choses ont vraiment évolué chez Boniaï? La question est de savoir est-ce que ces doléances ont été réellement postées et portées. Portées. C'est d'abord la question. La cellule de communication, la présidence de la République n'a pas réellement communiqué sur la question. Mais, Mais il était en face du au président de la moment où il République. disait, le président a quand même dit des choses. Enfin, donc, il y a déjà, à ce niveau, est-ce que
ce problème a été réellement posé dans cette manière-là. Et s'ils en ont discuté. Si lui-même a été obligé de revenir sur sa page Facebook, ça veut dire que les choses n'ont pas été clairement évoquées en tout cas pas de la manière dont ça nous avait été présenté par lui-même. Quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement, oui, il n'est pas rentré dans les détails de ce qui a été dit. Il n'a pas commenté le bien fondé ou non. Il a laissé la marge à qui de droit d'aviser. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a évolué? La première réaction que j'ai eue en tant que consultant politique ici, en disant que moi j'ai trouvé que Boni Yayi aurait pu aller plus loin. Et il aurait aidé à décanter rapidement la situation. Aller plus loin, ça aurait été d'abord de constater qu'au début, nous ne sommes pas trop entendus. C'est vrai, moi-même, Boni Yayi, j'ai tendu des réformes qui ont été bloquées, qui n'ont pas pu aboutir pour plusieurs raisons. Quand mon ami, mon frère, Patrice Talon est venu, il a également tenté. Ça nous a fait peut-être tous mal. On n'a pas eu le temps d'en discuter. Ça a créé des problèmes. Hein, vous avez suivi les choses. Des gens sont morts, des gens sont blessés. Vraiment, moi-même, je déplore. Parce que le président Talon a déjà déploré cette affaire quand il est allé sur le terrain. Je le déplore à mon tour. Il a tendu la main. J'ai hésité, mais là, je prends la main parce que nous devons travailler pour que le pays avance. Désormais, alors, voyez, donc, pardon, s'excuser auprès des populations qui ont cru à un certain discours guerrier, à une certaine position d'affrontement, à une certaine posture de défi, et qui ont été blessés. Mais dire ça, ce serait reconnaître sa responsabilité, parce que jusqu'à présent, on ne semble pas reconnaître sa responsabilité dans ses actes. Vous savez, quand vous êtes homme public, et c'est ça, je pense que la leçon lui est donnée par Patrice Talon. Lorsque Patrice Talon a démarré sa tournée de réduction de comptes, il s'est excusé, il a dit, la nation a pardonné. Il y a eu des situations. La nation a pardonné. La question aussi en face, c'est de savoir, mais est-ce que c'est seulement à Boni Yayi qu'incombait, on va dire, ces dégâts-là? Est-ce que non. Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Est-ce que même la responsabilité personnelle de Boni Yayi est établie? Je ne suis pas là. Mais la responsabilité morale de Boni Yayi est nettement établie dans la logique qu'il s'est retrouvé à défier un communiqué du ministère de l'Intérieur en descendant au marché d'Antokpa, par exemple. Donc, il montre simplement que lui peut défier et demande de fait aux populations, vous pouvez défier l'État. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est lorsque le 1er mai, après les manifestations de violence du 28 à Parakou et autres dans les régions, que le 1er, il y a eu cette tentative, quand la police s'est déployée, sa réaction guerrière. Je pense qu'ayant assumé ces fonctions-là, il sait comment réagir. Il y a assez de... C'est un ancien président de la République. Et celui qui est en face n'est pas un chef de guerre. Donc ça veut dire qu'il peut il connaît. Mais il y avait une certaine posture de l'époque. Alors, donc, à défaut de sa responsabilité personnelle, il a une responsabilité morale. Et au nom de cette responsabilité morale, et comme il veut qu'on engage une nouvelle dynamique, en saisissant finalement la main tendue, parce que cette main avait été tendue plus tôt. Elle est quand même restée trop tendue. Voilà. Depuis bien longtemps. Mais on peut comprendre le contexte. Je l'ai dit en son temps d'ailleurs, que le contexte pourrait faire qu'il ne saisisse pas cette main en ce moment-là, mais qu'il la saisisse finalement après les élections, parce qu'il était dans une bataille. C'est une bataille de négation d'un certain nombre de réformes. C'est une bataille de résistance politique. On peut comprendre. La résistance politique est normale. La résistance institutionnelle, dans le cadre d'un fonctionnement régulier des institutions, n'est pas normale, n'est pas compréhensible et peut être assimilée à des appels à des troubles à l'ordre public ou à des défis aux institutions. Dans la mesure où nos institutions fonctionnent régulièrement, les décisions prises peuvent ne pas servir un camp, une cause, mais elles sont les décisions de la République. Elles doivent être appliquées. Dura les, sed les, disent la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Et la loi est votée par un parlement selon la règle de la majorité. Et tout ça, c'est connu. Quand on a dit ça, on revient pour dire que Boni Yayi, rencontrant Patrice Talon, n'a pas dit tout ça. Il n'y a même pas une seule demande de pardon. Il n'y a même pas une manière de dire je reconnais que nous n'avons pas pu faire ce qu'on devrait faire nous. Il peut même généraliser, pas disant moi Boni Yayi, mais nous, toute la classe politique, on n'a pas pu s'entendre. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. La situation a créé un certain nombre il y a eu des conséquences liées à cette situation. Nos amis, certains sont en prison, d'autres sont dehors.
Mais quand on me parle d'exilés et on parle de prisonniers politiques, ça change tout. Ça veut dire quoi? Qu'on a gardé une posture. On a gardé une posture et on demande à l'autre de lâcher du lest. Or, le vent n'est pas... vous ne pouvez pas ramer contre le vent. Si vous ramez contre le vent, vous savez ce que c'est que ça en marine. En la matière, on dit nul, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Dis donc, où va Boriaï et son camp? Où vont-ils dans cette posture-là? Et quand vous écoutez Ajatassou, il a enfoncé le clou. Il est resté dans l'illégitimité. On dit, mais ça veut dire qu'il a reconnu l'autorité. Il dit non, que c'est comme en Guinée. Donc, on assimile, nous, notre président, quand il y a des putschistes guinéens. Non, c'est pas possible, c'est pas ça la situation. Moi, je pense qu'il faudrait clairement qu'on retrouve la raison. Et retrouver la raison, il doit avoir la paix et un certain nombre de situations demandées peuvent avoir peut-être début de solution d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faudrait qu'en face, la posture soit claire. Peut-être, on peut se féliciter que cette rencontre, au moins, a permis aux deux hommes de se rencontrer, d'échanger, de dialoguer. Et que, bon, il y aura d'autres, peut-être, rencontres ou d'autres manières de gérer, peut-être d'autres situations, peut-être de médiation, peut-être de bons offices, un certain nombre de manières, en tout cas, d'intervenants qui permettent que nous en arrivions finalement à cette situation d'accalmie. Mais là, vous tenez à ce qu'au sein de l'opposition même, qu'il y ait une certaine homogénéité du langage et des postures, c'est ça. Quand on écoute par exemple les gens du RLC, après les gens de FCBE, puis les démocrates, ils ne conçoivent pas ce tête-à-tête de la même manière. Exactement. Tout simplement parce que, là, on peut comprendre. On peut d'autant plus comprendre RLC que tout ce monde, vous parlez du FCBE, vous parlez du RLC, vous parlez des démocrates, tout ça là découle du FCBE originel. Tout à fait. Et ce FCBE originel, s'ils en sont arrivés là, et vous l'avez écouté, M. Adoukonou, s'ils en sont arrivés là, c'est justement parce que certains ont vu très tôt qu'il fallait quitter l'option de blocage, l'option va-t-en-guerre, et qu'ils puissent avancer dans les réformes, même si certaines décisions sont difficiles. Et donc, en face, ils ont eu de la résistance, dont Boniaï. Et aujourd'hui encore, vous l'avez entendu à Zatassou, il est resté encore dans la même posture et dans la même manière de désigner ceux qui sont restés au FCBE originel. Ça veut dire que le dialogue n'a pas évolué. Comment vous voulez que l'on prenne au sérieux les requêtes du président Yahi si on ne règle pas le passé? Mais là, il faut solder le passé avant d'aller plus loin. Mais là, dans ce cas, si on ne joue pas autrement, avec de nouvelles règles, peut-être, est-ce que ce tête-à-tête-là ne risquerait peut-être pas d'être infructueux après? Exactement. Alors là, donc, on est en phase. On est d'autant plus en phase que quand on demande qu'est-ce qui a pu sortir de cette rencontre, sans ce pardon lié à tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas personnellement de lui, mais vous savez, le langage politique est tellement riche. C'est ça. Et on peut dire la même chose de plusieurs manières. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas de nous, la classe politique. Déjà, il ne se prend pas directement. Mais ça, cette posture de contrition, et on vient normalement comme si, voilà, tout ce qui s'est passé était tellement normal. Non, et c'est là que moi, j'ai écouté le monsieur du FCBE, le cadre de réaction du FCBE, il m'a pas tellement convaincu. Lui, il trouve ça que c'est normal, que bon, on peut en arriver là. Il dit que c'est l'histoire qui C'est l'histoire, non, du tout. On ne peut pas accepter. Oui, l'histoire enseigne qu'après la guerre, il y a toujours des moments de paix. Mais quand on vous signe la paix, si vous ne soldez pas le passé, les mêmes démons arrivent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Regardez, la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations. La Deuxième Guerre mondiale, on a créé les Nations Unies. Ce n'est pas les mêmes logiques. On a tenu compte des failles de la Société des Nations. On a tenu compte du diktat imposé à l'Allemagne en Première Guerre mondiale pour gérer la question de la Deuxième Guerre mondiale, pour créer les Nations Unies, pour qu'on en arrive à la Déclaration des droits de l'homme de 1948. On a tenu compte, vous ne pouvez pas avancer sans tenir compte du passé. Pour bâtir l'avenir, il faut solder le passé parfois. Tout au moins, il faut l'interroger et tenir compte des causes pour gérer certains effets et avancer. On n'a pas l'impression que les causes ont été visitées. Et dans le discours du président Yahi, on ne l'a pas senti. Ailleurs,
lorsqu'il a fini cette rencontre, où lui-même, ou des gens de son camp, organisent une conférence de presse pour répondre aux préoccupations des journalistes. On ne l'a pas vu. Oui. Même Mais- dans son cas, il était accompagné de son fils, Tout à fait. libre à lui. Oui. Mais dans son cas, personne n'a pris la parole pour expliquer la finalité, pour expliquer où on va. Et quand on écoute Azatassou, on a l'impression qu'on est encore dans le dialogue dessous. Comment voulez-vous qu'on prenne ce type aussi, qu'on prenne ça au sérieux, qu'on pense que ça augure de meilleur d'un meilleur avenir. Comment voulez-vous que les requêtes ou les doléances, peut-être légitimes, qui sont faites, comment voulez-vous qu'elles soient prises au sérieux dans la mesure où il y a eu des amnisties, une loi d'amnistie en 2019, dont certains n'ont pas tenu compte, et il y a eu des situations de 2021, et on doit pouvoir, pour en tenir compte, il faut analyser les facteurs de 2019, pourquoi après l'amnistie on a encore... Donc, il y a assez de choses Oui. à revisiter, Très et bien. si on ne les fait pas, les mêmes causes en 2023 ou en 2026 produiraient les mêmes effets. Il suffit que quelqu'un refuse que les délibérations de nos institutions, qu'on ait un peu de moyens, qu'on finance des actes de vandalisme, qu'on brûle, qu'on tue, qu'on tire, qu'on bloque, et qu'un après, au nom de la paix, qu'on libère, qu'on amnistie et qu'on repart de zéro. On peut prévenir ces choses-là Voilà. si on essaie d'analyser les causes, Oui. enfin de revisiter les causes, Voilà. de gérer ces causes-là pour éviter ces effets et bâtir demain sur de nouvelles bases, Oui. même si on ne peut jamais tout prévoir. Vous avez mis tout à l'heure l'accent sur cette absence de ces partis politiques de l'opposition, de la scène politique. Si on n'avait pas invité Azatasso aujourd'hui, par exemple, on n'aurait peut-être pas pris connaissance de leur position, mais dans le même temps, en face, les partis qui soutiennent le chef de l'État, eux non plus, ne s'expriment pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème là à faire à ce niveau, dans le camp d'en face? C'est possible, mais on peut se dire que bon, voilà, c'est un non-lieu. Enfin, Pourquoi? c'est un non-événement. La paix engage tout le monde, non? C'est possible, mais pour faire la paix, Oui. il faut déjà que les partis s'entendent sur les mécanismes. Oui. Comme je vous l'ai dit, la réunion, la rencontre a réglé le problème. C'est-à-dire que tout au moins, c'est un bon début que tous doivent saluer. Le président Yahi a évoqué les concertations régulières qui devraient avoir lieu entre les anciens présidents et nous prenons. En tout cas, personnellement, en tant que consultant, en tant qu'analyste, je trouve que c'est important qu'on puisse utiliser nos anciens chefs d'État. Notamment, j'ai déjà formulé un certain nombre de propositions ou d'avis sur la question. On peut les utiliser, il faut bien qu'on les utilise. Ça, c'est important. Mais après qu'on a dit ça, il y a le gros problème. Ce qui lui tient, lui, à cœur, c'est ce qu'il appelle les détenus politiques. Et les Et les exilés, en griffe, tout ça. D'accord, il a raison. Puis c'est ça, c'est sa préoccupation. Mais comment lui veut qu'en face, on accède à cette requête quand lui-même, qu'est-ce que lui lâche? Qu'est-ce que son camp lâche? Peut-être l'ego, il a fait le déplacement. Encore, Enfin, que certaines sources font état de ce que cette rencontre-là n'est que le couronnement d'un processus de dialogue entre les deux hommes à l'extérieur pendant le mois d'août. Dans le On cas n'en sait rien. dans le cas d'espèce, Oui. le demandeur n'est certainement pas Patrice Talon. Dans le cas d'espèce, le demandeur n'est certainement pas Patrice Talon. D'autant que, en 2019, c'était lui-même qui était demandeur pour Yahi par rapport à la CEDEAO. Et il est rentré, il n'a pas été à la présidence. Donc, aujourd'hui encore, le demandeur, ce n'est pas Boniaï, ce n'est pas Patrice Talon. En tout cas, au regard, il y a eu une médiation, parce que lui-même voudrait quand même qu'on parle à Talon. Oui. Hein, selon les indiscrétions ici et là, Mais ça arrange Talon quand même. Hein. les gens parlent, les gens Sa font... gouvernance ne s'emporterait que mieux au plan de la tranquillité. Non, écoutez, vous pensez qu'il n'y a pas de tranquillité dans le pays? Il y a eu, malgré les blocages, tout ce qu'on peut dire, les invectives, les actes de sabotage, un certain nombre de jugements péremptoires, hein, de présence sur les médias internationaux. Rien n'a empêché qu'on en arrive à là où on est aujourd'hui. Le pays tourne. N'empêche que même dans ces conditions, on dort plus difficilement que si on se réconcilie entre acteurs. C'est vrai? On ne doit pas difficilement. Ah bon? En 2011, on a eu des nuits plus difficiles qu'aujourd'hui. En 2001, on a eu des nuits tellement mouvementées parce qu'au moment où l'un refuse d'aller au second tour, l'autre refuse, Oui. et ça se joue entre deux, on dit qu'il faut transformer le jour de passation de service en jour de deuil. Oui. Non, on a eu pire. En 2019? En 91, on a eu pire. Avec les échauffourées dans des régions du pays. Non, non. Et en 2019?
En 2019, non. A-t-on Il y eu a- l'esprit tranquille au sommet de l'État? Absolument. Non. Franchement, Non, est-ce qu'on peut dire qu'on a l'esprit tranquille? ah, Non, non, heureusement, c'est oui, pour dire que oui, oui, il y a des situations en 2019, 2021 qui sont déplorées, qui sont à déplorer. très Il bien, y a, il y a des blessés, des morts. oui, On a tiré sur des militaires. C'est pas normal. Il y a des endroits où les gens auraient bien aimé aller voter, on les a empêchés. C'est pas normal. Donc, je ne dis pas que. Mais n'empêche, ces moments sont passés. très bien. Je pense que Aujourd'hui, Yahi, il reconnaît en face non, que... c'est hélas le problème, il ne reconnaît pas. Si au moins, c'est pour ça qu'il dit il faut, déjà prendre, il faut déjà solder ce passé-là. Si on ne le solde pas, et ce n'est pas une conférence nationale qui va le solder, c'est les acteurs, dont Boni Yahi, qui devraient déjà, quand je dis lui, ce n'est pas personnellement, c'est comme je vous ai dit, moralement tout au moins. Parce qu'il a donné caution. Regardez comment le Parti des démocrates, ils ont injuré les autres, ils se sont finalement officialisés sur, sur la base des mêmes tests qu'ils avaient rejetés. Ils ont refusé d'aller aux élections parce que, enfin, ils ont fini par être déclarés, non? Oui, Ils ont fini par être déclarés. tout à fait. Ils ont dit qu'ils n'auront pas le parrainage, mais ils ont déjà des candidats. Alors tout ça, on a l'impression qu'on amuse la galerie et on amène quelqu'un qui débarque au dernier moment et qui ose trouver que nous sommes la pire dictature de l'histoire, Oui, mais alors aujourd'hui... qu'on ne l'a même pas vu dans le débat politique tout le temps. Elle vient d'ailleurs, enfin, d'un côté, sur mon regard, et elle dit que c'est la pire dictature. Et pourtant, elle n'a pas été arrêtée. La rencontre a semblé peut-être changer Elle tout n'avait ça, pas non? été arrêtée quand elle a dit ça, au même moment. Donc, quand vous regardez, Oui. les démocrates ont été dans une posture d'agression, de violence verbale, de violence stratégique. Donc, au dernier moment, même dans le propre camp, on ne contacte même pas les militants, on va aller chercher ailleurs. Donc, tout ça, quand vous analysez, tout ça a mis en place une atmosphère justement pesante, lourde. Mais les élections ont eu lieu. Le président tente, depuis là, de rajuster, et beaucoup de choses. Vous avez écouté Richard Boni. Il n'est quand même pas connu pour être un habitué, un ami de Boni, qui demande à Boni Yahi de saisir la main tendue. C'était le dernier. Sinon, on a connu Tawes. Oui, On a connu l'autre. Kauvi, Donc, etc. il y a beaucoup qui comprennent qu'aujourd'hui, il faut avancer. Mais pour avancer, quand eux parlent ainsi, quand l'un des acteurs politiques majeurs du système de notre pays, Boni Yahi, arrive à être rencontré, à être reçu, il ne faut pas poser le problème de son camp. Il faut déjà solder, prendre sa part du passif. Et c'est là. Maintenant, vous avez interrogé les partis de la banjeté, oui. Effectivement, si déjà, à sa sortie, Boni Yahi, son camp, au cours d'un point de presse, d'une conférence de presse, en tout cas, d'une explication au peuple à travers les médias, expliquer pourquoi il est allé, faire le point de ce qu'il a dit, et puis, disons, se prêter aux questions des médias. Voilà. Si on avait eu ça, l'opinion aurait été informée. Mais un communiqué ici, une publication sur la page Facebook, Ouais. c'est des monologues. C'est des monologues. Et ce type de monologues ne peuvent pas permettre, même dans son propre camp, que les gens comprennent. Et comme je vous le dis, son langage et celui de son vice-président, Zetassou, ne sont pas cohérents. Enfin, ne concordent pas, je veux dire. Ouais. Ne sont pas concordants. Donc, ça pose un problème de lisibilité de leur action et donc de suite logique à y donner. On peut également, oui, effectivement, comme vous déplorez la partie de la classe politique, même de la majorité présidentielle. Tout à fait. Parce qu'il y a une sorte d'indifférence notée à ce niveau-là, qui n'est pas de nature non plus à asseoir leur crédibilité. C'est une situation... Parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt. Il est pourtant question d'une paix nationale. Non, cette rencontre n'est pas celle de la paix nationale. Ah bon? Elle aurait pu avoir lieu plus tôt avant les élections, que ça Oui. aurait pu vraiment... Mais mieux Non, vaut tard non. que jamais, dit-on. Oui, mais attends, ce n'est pas cette rencontre qui fait la paix. La paix, c'est sur le terrain. Regardez les endroits où les gens ont été manipulés. Ils ont déjà fait la paix, eux, avec l'État. Que ce soit à Tchaourou, que ce soit à Savè, que ce soit à Bante. Les gens ont déjà fait la paix. Donc, ce n'est pas la rencontre Boni Yahi Talon qui fait la paix. Ça, c'est entre les deux hommes, sans doute. Et là encore, c'est peut-être Boni Yahi qui allait faire la paix avec son frère, parce que l'autre l'a déjà fait plus tôt, en disant, j'ai pardonné, la nation a pardonné, je demande votre pardon. Donc, C'est ça. il attend que le pardon en retour, c'était l'autre en question. Mais pour dire je pardonne, il faut déjà que lui-même sorte les comptes, ce qui n'a pas été fait. Voilà la logique. Donc, Très bien. pour moi, les partis de la majorité auraient pu. Et il est important effectivement que ces partis quittent le volet purement institutionnel de leur fonctionnement
pour être vraiment, pour animer la vie politique. Parce que c'est vrai, on Ça les dort voit. un peu. Ça dort, on ne les voit pas. On peut dire, mais finalement, le champ est laissé aux Oui, spéculations des oui, médias, bon, aux gens comme nous, les c'est ça, consultants, c'est ça. Les analystes, les analystes. Donc, on donne les absolument. avis. Mais il faut lire, il faut que les partis politiques donnent, il faut que la version officielle de leur position, Oui, qu'on les ait. Il faut qu'ils partagent avec l'opinion. Il faut qu'ils soient en symbiose avec l'opinion. Là, on ne verra pas que le programme parti. On a l'impression que les réformes, le mouvement est conduit seulement par Patrice Talon et les autres sont derrière. Et il y a une classe politique, même qui soutient son action, mais qui ne vit pas. justement. Il faut qu'elle vive. Elle se pose en... Il faut qu'elle accompagne. Il faut qu'elle s'organise pour trouver les éléments de langage d'accompagnement ou peut-être même de nuance. Mais on a l'impression que quand même qu'il n'y a pas de répondance spéciale. Lorsque vous cherchez à en avoir, bon voilà, c'est la croix et la bannière, parce que on a l'impression que les gens ne sont pas outillés, C'est ça. préparés pour réagir. Je pense que le débat politique s'animerait facilement si, dans un camp comme de l'autre, il y a des personnes qui prennent position. La preuve, le chef de file de l'opposition, on n'a pas eu son discours, on n'a pas eu son message. Non. Donc, il doit avoir un communiqué après cette rencontre. Vous voyez. Donc, dans tous les camps, que ce soit le camp de la majorité présidentielle, le camp Boniaï, le camp des partis d'opposition, comme le camp des chefs de file de l'opposition, on n'a pas senti que ce soit un événement. Or, vous vous dites, c'est un événement pour la paix. Pour moi, c'est un peu moins que ça, mais c'est quand même une rencontre importante, Très bien. une rencontre improbable, inédite, qui mérite quand même qu'on puisse décrypter tout ce qui est dit autour. Très bien. Tout ce qui est dit autour. On n'a pas parlé de la question des détenus politiques. On a écouté Azatassou dire un certain nombre de choses aujourd'hui là-dessus. Oui, mais à quel moment, quand vous dites venez répondre de vos actes, vous devenez justiciable ou bien vous devenez détenu politique? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont gouverné, qui sont vertement anti-talent et qui sont encore là aujourd'hui sans être... On l'a quand même. On a plein de personnes de l'ancien système qui sont là et qui ne sont pas tendres avec Boniaï, avec le parti Talon. Pourquoi? Parce que tel, on lui dit viens rendre compte, tel autre, on lui dit viens rendre compte, et les gens vont dire, ça devrait être le principe. Normalement, vous finissez de gérer, vous devez aller rendre compte et attendre le quitus. Mais quand vous venez rendre compte de vos actes et vous disparaissez, vous fuyez, ça ne doit pas être vraiment défendu. Est-ce que ce n'est pas dû à une crise de confiance envers l'appareil judiciaire? Peut-être, et donc il faut créer cette confiance. Donc le débat aurait pu être de créer cette confiance. Il faut faire en sorte que on sait cette guerre verbale ou cette diatribe intéressée sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Tout le monde sait que c'est ça, que c'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. Oui. Mais pourquoi on vient là-dessus? Mais on vous interpelle, allez répondre sur quoi vous interpellez. Très bien. Si vous n'avez pas touché Oui. à la chose publique, on ne va pas vous interpeller. Moi, je dis, professeur Ivor, peut-être qu'il est à tort en prison. Peut-être. Mais il a fait quand même le dialogue itinérant dans ce pays. Personne ne l'a touché. Alors pourquoi alors il y est? Il faut bien que les gens se posent des questions. Et donc, il a des avocats. Il faut que les gens aillent dans le dossier, dans le fond du dossier. Riki Amadougou, elle est rentrée quand même dans le pays. Mais elle a dit des choses à la Sénat ce jour-là. On ne l'a pas interpellée. Donc, on est allé aux élections. Entre-temps, ce qu'on lui reproche, c'est que c'est faux. Le procureur est sorti, il a parlé. Mais donc, dans ces conditions, il faut que la justice tranche les dossiers. Et donc, ils ont des avocats. Comme moi, je ne peux pas me satisfaire d'avoir des gens en prison. Qui plus est, d'ailleurs que j'ai vu sur d'autres terrains, le militantisme et autres, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas s'en satisfaire. Et quand on le dit, on est sérieux. Mais nous avions eu, en son temps, d'un consultant, attirer leur attention sur beaucoup de choses. Un certain nombre d'affirmations, un certain nombre de postures. On regarde des textes de la République. Oui. Alors, lorsqu'on se permet certains comportements, il est difficile aujourd'hui qu'on dise que c'est des détenus politiques. C'est trop facile de le dire. C'est des réfugiés, c'est des exilés politiques. C'est des langages qui rendent irresponsable la classe politique. Parce qu'on a l'impression que certains peuvent tout s'offrir quand il y a la population qui, elle, doit répondre de petits détails. Et c'est elle, cette population, la plupart analphabètes, à qui on oppose, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Et pendant ce temps, ceux qui font la loi
peuvent la défier et prendre l'étiquette d'exilés, Ouais. de De détenus tenue politiques politique. et de réfugiés. Parfait. Alors tout ça, je pense qu'il y a, il y a quelque chose qu'il faut régler. D'accord. Quand on le dit, c'est pas qu'on est contre ou bien qu'on est pour ou on est... Non, on est conscient que ne pas être chez soi, c'est pas une bonne chose. Oui. On est, on est d'accord qu'être en prison n'est pas une bonne posture, n'est pas un bon endroit, surtout lorsque on a été à ce niveau-là. Mais au même moment, il faudrait que il faut que nous travaillions le langage politique, la posture institutionnelle, Très bien. la posture en face des Oui. pouvoirs publics, Oui. pour qu'on ne défie pas l'État en voulant, pensant qu'on peut le faire impunément et quand jamais la loi doit s'appliquer, on va évoquer ces options, ou Oui. bien ces alibis, ou bien C'est qualificatif. oui, Très bien. non, Voilà. je pense qu'il faut que nous évoluions dans notre approche. Alors, Agapita Mpoloma Forican, pour conclure ce sujet, est-ce que finalement on dira, bon, voilà, tout ça pour ça, ou bien que ce tête-à-tête finalement ne va rien donner? Le tête a eu le mérite d'avoir lieu. C'est déjà bien. Ça veut dire que les deux peuvent peut-être se parler, s'écrire, communiquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effort à faire du côté de l'opposition. Comme l'a dit le président Yahi, oui, Patrice Talon sait comment décider, quand décider, et sur quel levier institutionnel. Oui. Parce que Mais là, est-ce que la séparation des pouvoirs ne va pas non, être ébranlée? non, parce que voilà le principe. La séparation des pouvoirs n'implique pas, n'est pas nécessairement l'absence de collaboration. Très La bien. loi d'amnistie de 2019, Oui. ça veut dire quoi? Il y a un dialogue politique, il y a des souhaits. Le chef d'État rencontre des députés, leur explique la nécessité. Une loi d'amnistie, une proposition de loi d'amnistie est partie, c'est voté. Du coup, Les gens il y a ont pas- bénéficié des effets. voilà, il n'y a pas un problème de séparation de pouvoir. Tout est réglé, chacun a joué sa partition. Mais on ne peut pas à chaque fois aller à l'amnistie sans évacuer les problèmes. Et à l'époque, le camp Yahi n'a pas apprécié la loi d'amnistie. Ils ont dénoncé. Sous prétexte que le pouvoir voulait se couvrir. Et pourtant, Pour légitimer beaucoup l'élection. de personnes arrêtées ont été libérées grâce à cette loi d'amnistie. Et des gens qui ont été vus en train de vandaliser, de brûler. Les images ont existé. Lorsqu'on on a déjà vécu ça, il faut faire beaucoup attention pour la suite. Ceux qui sont dehors, par exemple, n'ont peut-être pas les mêmes cas chacun. Alors, il faudrait bien qu'il y ait une sorte quand même d'information. Oui. Il faut que des actes soient pris pour que demain on en ignore. Parce que s'il faut passer par des profits, toutes ces situations, mais les gens ont le beau rôle en disant que leur pression a gagné, qu'il n'y avait rien dans les dossiers, et personne ne peut rien dire. Parce qu'une fois que l'amnistie intervient, on ne peut même plus évoquer les faits. Ils sont supposés n'avoir jamais existé. Oui. Or, il faut déjà acter l'existence ou non de ces faits, au nom de l'expérience et surtout des leçons qu'on doit apprendre des situations que nous vivons aujourd'hui pour mieux bâtir demain. Donc, pour moi, cette rencontre a le mérite d'exister. Il faut que chacun continue le travail, notamment le camp Yahi, pour que les gens puissent faire les démarches qu'ils doivent faire pour bénéficier du pardon éventuel de la République. Que pour le président Boni Yahi, que le président Boni Yahi continue à travailler dans son propre camp pour réunir ce que lui-même a peut-être mis en éparpillé. Aussi bien au niveau des FCBE, des démocrates, de restaurer la confiance, par exemple. Réunir déjà ça pour montrer qu'effectivement, il peut jouer encore un rôle, qu'il a encore sa troupe en main. Je pense que c'est ce faisant que ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir pro-talon. On parle de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas une posture d'affrontement institutionnel ou personnel. C'est des idées, c'est des alternatives qu'il faut proposer. Donc, réunir son camp et que déjà ils nous présentent déjà leur regard sur le Bénin de demain. Le Bénin, donc, d'après 2026, d'après 2031, qu'on voit qu'il y a une alternative en face de la majorité présidentielle. Et là, je pense que ce faisant, il gagnera en confiance et donnera la main au président Talon, peut-être d'agir
d'agir sur tel ou tel levier. Mais si il faudrait, parce que la seule chose que le président Talon peut faire, c'est d'opter pour l'amnistie et donc de demander à sa majorité, puisque la majorité qui est là est une majorité qui le soutient. Tout à fait. Donc, de demander à sa majorité d'accompagner cette amnistie. Mais il faut que au sein de la majorité, les gens, il ne faut pas que, les gens ne peuvent pas utiliser aussi quand ça les arrange. Cette majorité qui dit Godio, qui dit à ça, à ça, si les gens disent bon, que nous, on ne veut pas, le président ne peut pas les forcer non plus. Et c'est là que peut-être qu'on comprend que le Parlement est le Parlement. Vous avez beau de la majorité, le Parlement n'avale pas tout. Les députés ont aussi leur manière de voir et donc d'apprécier. Ce n'est pas si évident. Le président peut vouloir l'amnistie, le Parlement peut ne pas suivre. Parce que justement, en face, les gens vont demander des garanties qu'ils n'ont peut-être pas eu aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire que tout ça n'est pas pour rien, mais il y a encore vraiment des pas à poser si on a envie de solder le passé. Pour le futur, je pense que chacun peut faire ses efforts. Mais pour solder le passé qui est encore là et qui peut-être joue encore sur beaucoup de situations, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment dans le cas Briaï. Voilà, il y a des pas à faire. Et dans cette émission, nous aussi, on va faire un pas de plus vers le sujet suivant, c'est-à-dire la décentralisation qui est en train d'être réformée. On a vu le chef de l'État échanger avec les élus communaux, locaux, leur expliquer un peu les tenants et aboutissants de cette réforme. Et enfin, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que les ressources financières de nos différentes communes ne sont pas vraiment gérées de façon orthodoxe. Et face à ça, on a proposé certaines thérapies. Par exemple, instaurer un autre poste très technique qui va peut-être se substituer au poste de secrétaire général des mairies, le secrétaire exécutif, voilà, qui lui sera l'ordonnateur du budget désormais. Certains maires, et là, ils l'ont même dit devant le chef de l'État, ont estimé qu'on dépouille le maire de ses attributions. Mais Agapit Nampolo Maforikan, avez-vous l'impression que finalement, les maires ont bien compris cette réforme? Non, c'est nouveau, donc ils peuvent ne pas avoir compris, surtout qu'ils ne sont pas au même niveau. Oui. Lorsque le maire de Kouamassi a fini de parler dans la salle et que le président a repris pour dire, bon, puisque vous l'avez dit, ça prouve qu'on a touché le point sensible, ça sera fait. On les a vus applaudir. Oui. Est-ce que c'était un applaudissement sincère, ça? Non, en fait, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que, comme l'a dit le président, oui, beaucoup pensent comme le maire de Kouamassi. Beaucoup pensent comme le maire de Kouamassi. Parce que c'est quoi? Vous savez, on est encore dans un... C'est vrai, hein, à des niveaux de l'État, maintenant, les gens commencent pas à comprendre. Je pense qu'au niveau de certains maires, beaucoup n'ont peut-être pas encore compris que désormais, l'agent de l'État, c'est compliqué à toucher. Ils n'ont pas compris. Mais je pense que depuis 2016, si certains n'ont pas compris, normalement, les derniers dossiers de la NAT, par exemple, auraient pu faire comprendre à certains que c'est difficile. C'est difficile désormais de mal gérer. Nous avons acquis des habitudes. Avant, l'impunité a toujours régné. Mais il se fait que désormais, ça va vous rattraper. Moi, je pense que les maires doivent être heureux. Moi, j'en ai vu qui sont très contents. J'en ai écouté qui sont... Ils disent, enfin, je peux travailler en paix. oui. Parce que demain, on ne viendra pas me questionner sur Oui. quoi que ce soit. Travailler, certes, mais que faire? Je ne suis plus ordonnateur du budget, Mais- je fais quoi en tant que maire? Mais je travaille. Le maire préside le conseil communal. Très bien. Le maire définit la politique avec son conseil communal. Le maire, le chef de l'exécutif communal, il est le chef. Du conseil communal? C'est le président. Il est l'exécutif communal, c'est lui. Après, le chef de l'administration qui opère, qui assure l'opérationnalisation des décisions, c'est le secrétaire exécutif. Mais on a libéré le maire de beaucoup de contraintes. On le libère pour qu'il soit plus proche des populations, expliquer les réformes, les écouter, noter leurs doléances. Pendant ce temps, le secrétaire exécutif travaille, met en œuvre les décisions. Mais on a libéré le maire. Oui, mais Agapit Napoléon Maforikan, pourquoi les gens font campagne pour être élus maire? Est-ce que ce n'est pas parfois parce qu'ils ont des visions pour leur commune? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils veulent avoir les moyens à leur disposition pour travailler qu'ils vont auprès des populations? Les réformes leur donnent beaucoup de moyens, justement. Les réformes font désormais que les moyens restent vraiment à leur disposition. Et que les moyens soient utilisés vraiment pour la commune. Mais aujourd'hui, le maire dégagé, je vous l'ai dit, Oui. le SE doit faire en sorte que les décisions du conseil communal soient traduites dans la réalité. Pendant ce temps, le maire a du temps pour continuer à prospérer, à discuter, à constater, à proposer, à arrondir les angles avec les gens. Il a le temps de bâtir, de travailler pour le développement au moment où l'autre active
les projets, en tout cas, gère le quotidien, Oui. le maire a le temps d'aller dans le futur. C'est ça qui est important. On dirait que tout le monde pense que c'est gérer l'argent qui est le fait. Parce Non. que justement, ce qui pose problème, c'est les procédures de passation des marchés publics, etc., etc. Mais beaucoup de réformes depuis Ils 10 ans, lorgnent ça de loin, ils se disent, mais comment ça peut nous échapper comme ça? ça va leur échapper parce que beaucoup de choses ont déjà échappé à beaucoup de personnes. Vous n'avez pas vu passer au moment où aujourd'hui l'État dispose d'une plateforme des personnels, des cadres spécialisés en passation de marchés publics. C'est déjà quelque chose qui a échappé et que vous ne voyez pas. Beaucoup de choses qui ont échappé. Mais depuis les réformes du code du marché et autres, de passation de marché, les réformes au niveau de la procédure de passation de marché, où on a besoin, maintenant dans les administrations, de la personne responsable du marché public, des comités de passation de marché. Mais beaucoup de choses ont échappé aux responsables politiques qui dirigent ici et là. Le ministre, quel qu'il soit, ne peut plus dire aujourd'hui donner le marché à telle personne. Il y a des structures qui en sont chargées. Et s'il le fait, on peut le bloquer. Et il y a la RMP, l'autorité de Régulation des marchés publics. Oui. Alors, si vous allez à la RMP, hein, et il y a un conflit sur un marché, Oui. l'autorité est là pour vérifier les conditions de la passation du marché. Vous demandez des rapports, demandez un certain nombre de précisions. Il y a une procédure même pour passer. Vous devez publier les marchés selon un certain nombre de directives. Oui. C'est dire que déjà, hein, avant même cette réforme, Voilà. il y a déjà un certain nombre de Et balises. c'est ce que j'allais demander. On a entendu dans ce pays que le Bénin n'a jamais eu, en tout cas depuis ces 30 dernières années, au moins un problème de texte, mais plutôt un problème de tête, un problème de personne. Exact. Alors, on a beau faire les réformes n'importe comment, on a beau instituer le secrétariat exécutif de la commune, si les gens ne veulent pas bien gérer, ils ne vont pas bien gérer. Exact. Mais là, le secrétaire exécutif, qui n'est pas lui élu, donc il ne doit pas aux populations sa présence, lui peut travailler. Lui n'a plus à donner le marché, à refuser le marché à Inks. Pour qu'on dise, ah, tu ne seras pas élu. Ah, moi qui t'ai élu, tu ne m'as pas donné le marché. Il y a des pesanteurs. Sociologie, sociolinguistique, géographique, Oui. ethnique. Il y a assez de pesanteurs politiques qui font que on n'arrive pas à se détacher. Nous ne sommes pas encore parvenus à ce niveau de culture politique pour nous hisser au-delà de certain nombre de pesanteurs. Et donc, on doit mettre en face quelques balises. J'ai été à l'NLC, j'ai vu les rapports, notamment sur le fonds FADEC. Mais certains maires ont la chance d'être encore en liberté. Oui. Les députés ont sursis, n'ont pas voulu aller au-delà. La NLC s'est auto-saisie de ce dossier, l'a transmis, attiré l'attention du chef de l'État là-dessus et demandé qu'il y ait des poursuites. Il n'y en a pas eu. C'est pour ça que je dis que certains ont la chance de n'avoir pas été poursuivis. Ils devraient être heureux. Mais est-ce que c'est eux qui étaient réellement en cause? Est-ce que c'est leur volonté? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'aléas? Cette réforme est une réforme révolutionnaire, encore une nouvelle fois, qui au-delà du régime qui est là, est nécessaire pour que nos administrations locales fonctionnent bien, pour déjà l'existence réelle de l'administration locale. Imaginez, il y a des communes qui n'ont pas d'administration. En dehors du maire et de son SP, de son décès, mais il n'y a plus personne. Il y a de vieilles secrétaires, excusez-moi, de personnel, l'ancien personnel de qualité locale, bon, les derniers qui sont encore en place, il y en a avec un niveau tellement bas qu'ils ne peuvent servir à grand chose que d'accueillir et de vous diriger vers le bureau du SG. Le SG, c'est vrai, la loi dit comment l'avoir. Mais le SG, même quand lui-même n'est pas, on ne lui confie rien. Quand le maire gère avec son décès et autres, il y a beaucoup de trucs, des réalités dans nos localités. Et donc, quand le maire s'entend avec le préfet, là également, parce que la tutelle du préfet devrait permettre de réduire un certain nombre de déviances. Mais parfois, il y a certains préfets qui sont aussi de connivence. Et donc, le pouvoir d'approbation du préfet devient un pouvoir négocié, normalement. Alors que déjà, avec ça, ayant ces moyens d'approbation, d'annulation, de substitution, ça lui permet quand même de discipliner le conseil. Parfois, le préfet est pris à défaut parce qu'au moment où il veut voir clair, on dit que oui, c'est la politique. Donc, il y a beaucoup de choses
qui peuvent être corrigées par cette réforme. Oui. Je pense qu'après 20 années de mise en œuvre de la décentralisation, il est important d'aller à cette réforme-là. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. La décentralisation, si sa vocation c'est de descendre l'État de la politique nationale vers les collectivités locales. Ça n'est pas la peine donc de le faire. Autant maintenir nos préfets et nos chefs de circonscription urbaine. Mais tels que les secrétaires exécutifs seront installés, d'abord on a parlé de l'instauration peut-être d'une base de Ce données, qui est nécessaire, des cadres Voilà. qui remplissent les critères. Mais après, si un secrétaire exécutif quitte peut-être une zone urbaine vers une localité beaucoup plus éloignée, est-ce que là, on est toujours dans la décentralisation? C'est la question que certains observateurs je se n'ai pas posent. compris. Parce qu'on se dit, la décentralisation, c'est le gouvernement, enfin, oui, c'est la gouvernance locale par les cadres locaux. Mais si le secrétaire exécutif Ah non. n'est pas de la Ah non, localité, ah non. est-ce que là, finalement, on est tout dans la Ah non, décentralisation? ne tombez pas dans les dérives d'un certain C'est pour ça que moi, je vous remonte de la... l'autre localité qui pense que telle personne ne peut pas diriger. Non, le secrétaire exécutif ne prend pas la décision de développement. La décision de développement est prise par le conseil municipal ou conseil communal. On est d'accord. L'ordonnateur n'est pas celui qui prend la décision initiale. L'autorité politique, Donc, les choses sont bien séparées. le chef d'État a expliqué, non? Oui. L'ordonnateur national des finances publiques, l'ordonnateur national, c'est le ministre des Finances. On vous l'apprend déjà en deuxième année de droit en finances publiques, que le ministre des Finances est l'ordonnateur du budget national. Mais le chef d'État, est-ce que c'est le ministre des Finances qui est élu? Ce n'est pas lui qu'on a élu. C'est le président de la République qu'on a élu. Mais c'est son ministre nommé qui est l'ordonnateur, parce que c'est lui qui est pénalement responsable. Et puisqu'il est responsable, il doit faire beaucoup attention dans la manipulation, dans la gestion. Aujourd'hui, on parle de Komi-Kuti. Oui. Il y a plein de ministres peut-être que d'autres, à qui on aurait pu reprocher d'autres choses. Mais pourquoi c'est beaucoup plus sur un ancien ministre des Finances? Parce que peut-être qu'il s'est concentré autour de sa gestion un certain nombre de choses. Je prends juste cet exemple. Mais on peut prendre d'autres. Le ministre des Finances est un homme exposé. Mais il n'est pas élu, lui. Il a de grandes responsabilités. Le chef d'État l'a bien dit. Même en finances publiques, on vous l'apprend en deuxième année de droit, que le ministre des Finances est le moins aimé, c'est le plus courtisé, parce que les ministres veulent avoir ses faveurs. Et quand ils ne l'ont pas toujours, ils se fâchent. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est pour dire que la décentralisation garde encore son sens complet. La personne du secrétaire exécutif n'est pas l'essentiel. Lui, il est là pour opérationnaliser ce qui est décidé dans le cadre des prérogatives qui sont dévolues les conseils municipaux ou communaux. Donc, il suffit simplement que le maire et sa majorité aillent dans le sens des lois de la décentralisation, des pouvoirs qu'ils ont, des espaces qu'ils ont, de l'étendue de leurs prérogatives. Ils prennent les décisions qui conviennent et c'est tout. Et puis, il y a le comité de supervision. C'est un comité ou c'est un conseil de supervision? Conseil de supervision. Il y a un conseil de supervision. Présidé par le préfet. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de choses. Et ça, il y a une cohérence à faire entre les plans nationaux, le programme national, et le plan municipal, le programme municipal. Je pense que, ou communal. Moi, je pense que l'État se modernise. C'est des réformes qui visent plutôt à aider la décentralisation. C'est pour le bien des populations, c'est pour le bien du développement local. Je suis convaincu que les populations finiront par comprendre. Et comme je vous ai dit, beaucoup de maires, en tout cas, il y a des maires qui s'en réjouissent. Oui. Et je suis sûr que les autres vont rallier. Quand ils vont comprendre que, en dehors des petites combines qu'ils ne peuvent plus faire, en dehors du marchandage qu'ils ne peuvent plus faire sur les marchés publics, en dehors des marges suspectes qu'ils peuvent espérer gagner sur le marché, donc contre l'État, sur le dos de l'État, que quand ils vont comprendre que tout ça exclut, ils gardent toujours la main. Je pense qu'ils seront nombreux à vouloir revenir encore en 2026, parce qu'ils sauront que rien n'altère leur pouvoir. Voilà, justement, pour conclure ce sujet, au plan de la décentralisation, peut-on dire alors que nous sommes à la croisée des chemins pour la gouvernance presque, non seulement au sommet de l'État, mais aussi dans nos collectivités au Bénin en général. Puisque les réformes sont peut-être transversales, les réformes passent partout finalement. Nous sommes à la croisée des chemins et ça augure d'un bon présage. En tout cas, moi, je suis
de ceux qui pensent qu'il nous fallait nécessairement passer par ces moments-ci. Après, les hommes sont les meilleurs incubateurs des réformes. On a beau faire les tests, les hommes. Le courage du président Talon, on doit pouvoir le trouver dans d'autres hommes qui vont incarner demain. Est-ce que ça ne va pas être difficile, ça? On n'a pas pensé que Patrice Talon ferait plus de temps de courage. En tout cas, moi, non. Donc, du coup, on peut continuer à espérer. Pour que ça donne, il faut qu'il y ait autant de Patrice Talon dans toutes les communes. Non, si déjà au sommet de l'État, on peut en avoir. Si déjà au sommet de l'État, on peut en avoir, le reste sera facile. Vous savez, quel que soit l'état du wagon, tant que la locomotive tourne, il n'y a pas à craindre. Donc, vous ne savez pas, on a eu des maires, on a eu des préfets, on a eu des cadres émérites, loyaux, décidés, engagés, et qui ont fait le travail, de la manière la plus soft, avec la plus de loyauté. Mais l'État ne les a pas mis en valeur. Parce que justement, il y avait un système d'impunité, un système où la redevabilité n'était pas érigée en mode de gouvernance. Lorsque la tête elle-même est organisée et décidée, vous allez voir qu'on valoriserait tout le monde. Donc du coup, moi j'ai des raisons de penser que ces réformes, il suffit simplement de bien les huiler et que les liens fonctionnels soient bien définis. Et je suis convaincu qu'on n'aura plus la gouvernance hasardeuse que nous avons eue au niveau local de 2002 à aujourd'hui. Je ne suis pas BA, je ne suis pas un candide du tout Naïf. mais je suis suffisamment lucide et convaincu qu'il y a déjà du mieux dans ce qui est proposé que par rapport à ce qui est. Je suis convaincu également qu'on peut l'améliorer au fil du temps et que déjà les députés doivent prendre du temps de regarder bien ce qui est proposé et peut-être de jouer de leur expérience, l'un et l'autre, ici et là, pour améliorer le texte et en sortir quelque chose de mieux. Voilà. Et d'une réforme à l'autre, nous allons en 5 minutes parler de ce projet de réforme. Sur la protection des femmes, on a démarré une certaine lutte contre le harcèlement sexuel, notamment en milieu scolaire. Et on a entendu les débats de part et d'autre. On a ciblé les enseignants, il faut bien combattre le harcèlement, etc. Est-ce que vous avez l'impression que là, on est en train de lutter contre la pourriture de notre société par le bon bout? Est-ce qu'on tient vraiment le mal par le bon bout? Il faut déjà tenir le mal. Ça, c'est déjà bien. Donc, en parler et faire en sorte que les victimes soient vengées. Oui. Je pense que c'est la chose la mieux que la République puisse faire. Et moi, j'estime que c'est un domaine très complexe. Et si l'État peut venir à la rescousse des populations, surtout des femmes, des jeunes filles abandonnées à elles-mêmes, et d'une certaine condescendance sociétale ou sociale, de la peur de qu'en dira-t-on qui empêche que les gens se plaignent. Notamment après les violences conjugales, et physiques, les viols, voilà. Je pense également qu'il nous faut beaucoup de lucidité dans le domaine, parce que autant je suis d'accord qu'il faille aller à des solutions qui réhabilitent la femme, la jeune fille, l'épouse, la maman. Je suis convaincu également qu'il faut qu'on évite peut-être les solutions, disons, enfin la stigmatisation. Voilà. Parce que de certaines couches professionnelles, c'est ça? Oui, parce que cette affaire, c'est dans tous les domaines. C'est dans les foyers, mais il y a des pères de famille qui engrossent les domestiques mineurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Et il y a dans les sociétés ils violent. C'est pas des viols, c'est des rapports non consentis. Alors, et pourtant, madame ne peut pas parler. Donc, il y a double viol. D'abord, il y en a qui engrossent et qui renvoient leur épouse, qui les font cohabiter avec la domestique. Comment on appelle ça? Donc, lorsqu'on parle que du professeur, je dis, bon, peut-être que lui, peut-être que c'est pour essayer. Mais il pense que le problème est plus large. Il faut peut-être ouvrir un petit débat. En milieu professionnel, on a l'institut de la femme qui va être mise en place. Voilà, mais au lieu que, enfin, le petit conseil du consultant, au lieu qu'on aille directement à légiférer, moi je suggérerais bien que ce débat soit peut-être qu'il y ait une sorte
de dialogue itinérant. Dénué de toute passion. Oui, qu'on essaie de voir comment protéger les jeunes filles. Parce qu'il y aura toujours, vous savez, dans certaines gestions internationales, il y a des chartes ou bien des trucs que vous signez quand vous voulez travailler pour qu'on respecte le genre. Donc, pour que vous n'utilisez pas votre position pour abuser. Après, vous l'avez signé. Lorsqu'il est démontré que vous n'avez pas respecté, vous connaissez la loi, la sanction. Je pense qu'il y a des choses un peu qu'on peut faire pour essayer d'ajuster et qu'on n'aille pas dans la situation où ça va être encore ça va pénalisant. Moi, je continue de penser que le code de la famille, la position du code de la famille par rapport notamment à la polygamie n'a pas été, et par rapport à d'autres aspects d'ailleurs, n'a pas été nécessairement avantageuse pour les femmes. Pour les femmes. Les femmes continuent de souffrir malgré le En tout cas, je ne sais pas s'il y a une étude qui a montré que ça a réduit, que l'adoption du code a réduit les souffrances la polygamie, certaines situations post-mortem, quand le mari décède. Bon, c'est sûr que ça a permis de régler certains problèmes, mais est-ce que d'autres n'ont pas été créés? Je pense qu'il faudrait qu'on essaye peut-être de faire le point en tout ça avant de régler le problème. C'est compliqué. C'est un problème un peu sur le plan mondial. On peut régler ici, mais on va ouvrir une autre brèche là-bas. C'est pour ça que moi je suggérerais peut-être qu'on donne peut-être mandat à l'Institut de la femme, peut-être 3 mois, 6 mois, de faire un peu une sorte de consultation, de recueillir quelques avis, quelques solutions, quelques séminaires, quelques cas, et d'analyser tout ça avant peut-être qu'on légifère un peu sur cette question. J'estime qu'un enseignant qui tient une étudiante en master, donc qui en tombe amoureux et qui a envie de l'épouser, c'est une affaire entre les deux. C'est une affaire entre les deux. Alors donc, c'est dans leurs deux têtes. C'est ça. Et que si ça ne perturbe pas le travail, je ne sais pas. Donc, autant on protège les mineurs, on protège les jeunes adolescentes, on protège les jeunes adultes peut-être. Hein, quelqu'un qui a 30 ans, et l'autre qui a 40 ans ou 41 ans ou 35 ans aussi, et qui, parce qu'ils se sont croisés dans le cadre du professionnel ou dans le cadre peut-être de la position de l'un enseignant à l'autre. Alors, il y a la femme enseignante également qui a 35 ans. Et elle est en face de son étudiant de 40 ans ou de 45 ans. Et il en veut. Alors, ils peuvent en parler. Que ça ne nuise à la position que chacun occupe. Pour faire, moi j'enseigne. Nous notons dans l'anonymat, je ne sais pas, les notes de mes étudiants. Je ne connais pas. Là où, dans l'établissement où ça se fait, je ne connais pas les notes. Donc, du coup, je pense qu'il appartient aux établissements, à l'État, au privé, à l'État de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour qu'on évite ces situations d'abus de position, autre chose, pour éviter qu'on influence un peu certaines situations. Mais en dehors de ça, on est des hommes, nous vivons dans une situation, dans une société dynamique. Je pense qu'il y a des interactions qu'on ne peut pas gérer. Donc du coup, je reviens un peu. L'idée est lancée. Moi, un petit conseil serait que, si je peux me le permettre, qu'il y ait eu encore un peu de consultation sur le sujet, que peut-être l'Institut de la femme, ce soit le premier dossier qu'on lui confie, et qu'il puisse travailler un peu là-dessus, sans passion, mais avec le souci que la législation qui viendra soit avantageuse, avantageuse pour la femme elle-même, et pour la société en général. Voilà, merci infiniment, Agapit Napoléon Maforika. C'est un plaisir d'être toujours là. Et le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Vous êtes notre consultant politique. Merci infiniment. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Vous pouvez interagir avec nous, vous pouvez nous poser des questions, donner vos avis, vos commentaires, poser justement toutes vos questions à notre consultant, pourquoi pas en passant par notre page Facebook. Et nous reviendrons justement sur vos différentes préoccupations à l'occasion des prochaines émissions. Merci et à dimanche prochain.